La liberté. C'est un mot qu'on entend partout, un idéal que tout le monde recherche, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que ça se résume simplement à avoir le choix? On va décortiquer ensemble la pensée d'un auteur qui vient justement bousculer cette idée, qui paraît si simple à première vue. Alors, allons-y. Le point de départ, c'est une évidence. Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire, on veut tous être libres. Mais, et c'est là que le texte commence à creuser, si tout le monde est d'accord sur le principe, pourquoi ça devient un tel casse-tête dès qu'on essaie de l'appliquer dans la vie de tous les jours? Pour illustrer ça, l'auteur prend un exemple super parlant. Choisir un t-shirt. Bon, a priori, ça ne va pas créer de conflit majeur. Par contre, choisir une école pour ses enfants. Ah là, tout de suite, les débats s'enflamment. C'est une autre histoire. C'est ce que l'auteur appelle la géométrie variable de la liberté. Sa signification change du tout au tout selon l'enjeu. Ok, donc face à ce constat un peu flou, l'auteur propose de repartir de zéro. Pour pouvoir y voir plus clair, il faut bien poser une définition de base, un point de départ solide pour toute l'analyse. Et cette définition, la voilà dans sa forme la plus pure. La liberté, c'est le choix. Le choix d'acheter ou de ne pas acheter, de dire oui ou de dire non. C'est simple, c'est direct. Mais, comme on va le voir, cette simplicité est peut-être un peu trompeuse. Et paf, à peine la définition posée, la première objection arrive. C'est sans doute celle qu'on entend le plus souvent. Comment peut-on parler de liberté de choisir une Rolls-Royce si on n'a tout simplement pas les moyens? C'est le fameux argument de la contrainte économique. Est-ce qu'un choix est vraiment un choix s'il est limité par notre portefeuille? La réponse de l'auteur, elle se fait en 3 temps. Primo, il rappelle qu'il y a toujours des options à notre portée, même si ce n'est pas la Rolls. Deuxio, il souligne que les contraintes, c'est juste la réalité de la vie. Personne ne peut tout avoir. Et tertio, il explique que la rareté, c'est justement ce qui crée la valeur. Si tout le monde pouvait se payer une Rolls, elle n'aurait plus rien d'exceptionnel. Du coup, on voit où l'auteur veut en venir. Il affine sa première définition. La liberté, ce n'est pas un choix absolu, infini, sans aucune barrière. C'est plutôt le choix qui s'exerce à l'intérieur d'un cadre de contraintes qui sont réelles et légitimes pour chacun d'entre nous. Bon, ça, c'était l'objection économique. Passons maintenant au deuxième gros morceau, la dimension sociale. D'accord, j'ai la liberté de choisir, mais qu'est-ce qui se passe quand mes choix personnels impactent les autres? Et là, on touche un argument classique. Si la liberté d'une personne risque de nuire à la collectivité, alors il faut limiter cette liberté, voire l'interdire pour le bien commun. C'est d'ailleurs le principe qui justifie la plupart de nos lois et de nos réglementations. Face à ça, l'auteur met en opposition 2 visions du monde. D'un côté, on a le modèle de la régulation, on mise sur l'interdiction préventive et sur une responsabilité collective un peu vague où, au final, personne n'est vraiment responsable de rien. De l'autre côté, il y a le principe de responsabilité, la liberté individuelle et la règle. Mais, si on cause un préjudice, on doit le réparer. D'un côté, on empêche, de l'autre, on assume. La conclusion de ce raisonnement est donc très claire pour l'auteur. Liberté et responsabilité sont les 2 faces de la même pièce. L'une ne va pas sans l'autre. La vraie liberté, selon lui, ce n'est pas de faire n'importe quoi sans conséquence. C'est la liberté d'agir en étant pleinement responsable de ses actes. Et ce lien indissociable entre liberté et responsabilité va amener l'auteur à une critique finale, cette fois beaucoup plus politique, sur le rôle que joue l'État moderne. Pour l'auteur, le constat est sans appel. L'État moderne serait devenu le principal obstacle à notre liberté. Comment? En noyant la responsabilité de chacun dans le grand bain du collectif. Il s'arroge le droit de tout réguler, de tout taxer. Et le résultat de tout ça, selon cette critique, c'est qu'on perd nos libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, le tout bien sûr sous prétexte de vouloir notre bien. La critique va même très, très loin. L'auteur va jusqu'à qualifier le vote de simulacre de choix. L'idée derrière, c'est que le pouvoir de choisir nos dirigeants tous les 5 ans ne serait qu'une illusion de liberté, dans un système qui, par nature, la limiterait de toute façon. Et là, attention, les mots sont extrêmement forts. Le texte va jusqu'à décrire les structures du pouvoir comme des associations de voleurs, de mafieux, à qui les citoyens donneraient un chèque en blanc à chaque élection. C'est une vision, on peut le dire, particulièrement dure du système politique. Finalement, toute cette analyse nous laisse face à une question fondamentale, qui résume tout le débat. Pour garantir la liberté, vaut-il mieux privilégier un cadre de règles collectives qui cherche à protéger tout le monde à l'avance, ou faut-il plutôt miser sur la responsabilité de chaque individu, quitte à accepter les risques que cela comporte? La réponse, on s'en doute, est loin d'être évidente.